Le 23 mai 2025, le Bitcoin a atteint un nouveau record historique avec 111 904 $. Pour te faire un ordre d'idée, c'est plus de 1300 milliards de capitalisation boursière, soit autant que Meta et Tesla réunis. Des entreprises privées comme MicroStrategy, des États comme les États-Unis ou la Chine, ou encore des fonds d'investissement comme BlackRock commencent à acheter du Bitcoin, commencent à proposer des services en Bitcoin. Et aujourd'hui, c'est notamment près de 12% des Français qui détiennent des crypto-monnaies. Bref, plus les années passent et plus on a l'impression que le Bitcoin devient un actif financier majeur, que ce soit en termes économiques, mais aussi géopolitique. Pour autant, c'est une monnaie assez paradoxale, puisqu'elle n'est fondée par aucune institution financière. On ne sait même pas qui est son créateur. Et rappelle-toi, il y a à peine 10 ans, la réputation du Bitcoin. Quelque chose qui était considéré comme hyper dangereux, qui allait s'écrouler du jour au lendemain. Alors pourquoi autant de personnes se l'arrachent? Pourquoi est-il devenu un actif financier aussi convoité? C'est pour ça que je pense qu'il est important d'en faire une vidéo, de se projeter peut-être dans une vision plus long terme de cet actif, et de voir notamment ce qu'il pourrait devenir dans les 10 prochaines années. Quel est son avenir? Sommes-nous rentrés dans une bulle spéculative où un jour tout va s'effondrer? Ou au contraire, sommes-nous en train de louper le train? Bref, on va essayer de comprendre quel est l'avenir de cette nouvelle monnaie et pourquoi autant d'États se l'arrachent aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur économique et géopolitique de cette vidéo, il est important de redéfinir qu'est-ce que le Bitcoin. Le Bitcoin fut inventé par Satoshi Nakamoto en 2009, suite à la crise des subprimes. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Le Bitcoin est un actif financier considéré comme une crypto-monnaie qui répond à une logique de méfiance comparée aux institutions financières telles que les banques et les fonds de pension. Pourquoi? Tout simplement parce que la déréglementation des marchés financiers, issue dans les années 80 et continue dans les années 90, ont amené à la bulle spéculative et à la crise financière de 2008. Les banques ont pris beaucoup trop de risques et les institutions financières qui garantissaient la sécurité, notamment des marchés financiers, tels que Moody's, n'a pas su réagir de manière efficace vis-à-vis de la prévention des épargnants. Et donc, ce fameux Satoshi Nakamoto a mis en place le Bitcoin, un actif financier considéré comme une monnaie auprès de ses investisseurs et qui est réglementé par personne. Autrement dit, il repose sur un système de blockchain. Pour te faire un ordre d'idée, la blockchain, c'est comme un énorme carnet d'ordre sur lequel on va inscrire chaque transaction réalisée par chaque agent économique qui utilise cette crypto-monnaie. Et ce système de blockchain respecte plusieurs règles, telles que la transparence des transactions, mais aussi la sécurité. Pour la faire courte sur la blockchain, tu peux voir et apercevoir toutes les transactions réalisées par les agents économiques. Cependant, tu peux pas savoir par qui ces transactions ont été réalisées, parce qu'elles sont très chiffrées et sécurisées. Et ça, tu t'en doutes, mais cette totale indépendance de cette nouvelle monnaie inquiète les banques centrales. On a notamment le cas de la BCE, directement en Europe, avec la mise en place d'un fameux euro numérique. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour elle de contrer l'utilisation du Bitcoin de plus en plus croissante par les investisseurs. De plus, si le Bitcoin est régulé par personne, forcément, il n'est pas régulé par la Banque Centrale Européenne. Alors, si le prix du Bitcoin fluctue, forcément, les banques centrales n'ont aucun pouvoir pour peut-être sécuriser les épargnants en cas de crise ou en cas d'inflation. Le Bitcoin est donc un excellent moyen de contourner les systèmes classiques institutionnels comme le pensait Satoshi Nakamoto. Et c'est par cette sécurité et cette réserve de valeur qu'on voit aujourd'hui de nombreux pays adopter le Bitcoin, comme le Salvador, ou encore plus récemment les États-Unis qui ont mis en place des stocks de Bitcoin, des stocks de réserve sous Donald Trump. Avec toutes ces illustrations récentes que je viens de te dire, on dirait que l'avenir du Bitcoin est quasiment tracé, défini, déterminé. En effet, s'il est déjà considéré aujourd'hui comme l'or numérique du XXIe siècle, alors on peut supposer directement que plusieurs pays vont l'adopter comme réserve de valeur. On pourrait déjà imaginer d'ici les prochaines années que la France ou encore l'Allemagne ou l'Europe tout entière adopte le Bitcoin comme une nouvelle réserve de valeur en cas de crise. C'est-à-dire qu'au lieu de placer de l'or dans la banque centrale, on pourrait placer directement du Bitcoin pour garantir la stabilité de l'euro. Même chose pour les entreprises et leur flux de trésorerie. Et donc, ce flux de trésorerie qui représente le cash disponible par l'entreprise pourrait très bien croître si elle détient du Bitcoin notamment. Et là, je pense directement aux GAFAM, c'est-à-dire les 7 plus grosses entreprises du secteur technologique américain qui pourront très bien s'approvisionner en Bitcoin pour augmenter leur flux de trésorerie et donc leur cash qui pourra être ensuite disponible pour des investissements futurs. Maintenant, au niveau particulier, c'est-à-dire des investisseurs comme toi et moi, on pourrait très bien profiter de cette hausse du Bitcoin, de cette démocratisation du Bitcoin en acquérant tous les jours et quotidiennement pour voir notre pouvoir d'achat peut-être augmenter. Même si aujourd'hui le Bitcoin reste certes un actif très volatile avec un prix qui hausse et qui baisse très fortement de jour en jour, mais non, je ne vois pas le prix du Bitcoin redescendre à peut-être 4000 $, où tout le monde va s'écrouler, où tout le monde va commencer à vendre ses biens juste parce qu'ils se sont endettés. Non. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu sur le Bitcoin. Moi, malheureusement, j'en possède pas puisque je possède l'Ethereum, c'est-à-dire une autre crypto-monnaie qui ne performe pas trop bien aujourd'hui, j'avoue. Donc ça, c'est une erreur de ma part. C'est pas grave, on va essayer de réallouer les investissements dans le Bitcoin pour les prochains mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Je sors des vidéos sur l'argent, donc si tu veux t'éduquer sur tous les domaines, je suis la chaîne qu'il te faut. C'était Willy et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!